la gestion du foyer. Non, putain, mais c'est faux. Arrêtez avec ce mythe, putain. Ça n'a jamais existé. Les femmes ont toujours travaillé, juste elles étaient pas payées, en fait. Voilà, et elles faisaient ça en même temps. C'est un mythe bourgeois blanc occidental, là, le putain de truc des années 50 avec la femme au foyer, les deux gamins. Là, regarde, il y en a un, il a le typhus. L'autre, il s'est pas fait vacciner contre la polio, il marche sur deux pattes. Et l'autre pétasse, là, elle s'est fait poids par son mari, elle s'est fait cogner, et elle peut rien faire, elle a pas d'amis, elle est en dépression. Voilà, c'est ça la vérité, en fait. Je suis le seul je trouve bizarre la DA GTA. L'univers masculin, c'est jeux vidéo, gangster à la Oui, oui. ramasse. C'est Andrew Tate, ouais. Ouais, c'est clairement Andrew Tate. Et en plus, Andrew Tate, juste avant, c'était Alexis Chan, ouais. L'idée, c'est de les transformer en héros de jeux vidéo. Ça devient des personnages. C'est Ouais, les c'est icônes. moche, ouais. Il y a, Ça me il y a- il y a rappelle un aussi, truc de sacralisation à l'extrême droite où quand t'as des figures comme ça qui arrivent à monter avec un discours de haine ou quoi, il faut les sacraliser, quoi. Et quand elles sont attaquées, du coup, ça permet aussi d'en faire des victimes. Le masculinisme. À quoi pensez-vous quand vous entendez ce mot? Qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous pensez que c'est l'équivalent du féminisme ou un mouvement dangereux qui veut la domination? C'est un mouvement dangereux qui veut la domination, qu'on soit clair. Voilà. La question, elle est vite répondue, comme on dirait. Fin du live, ça y est, c'est terminé, on a fait le tour. Dans ce documentaire en 2 parties, nous allons revenir aux origines du mouvement des droits des hommes, à ses figures historiques marquantes et aux raisons pour lesquelles il est souvent présenté comme opposé au féminisme. Dans la seconde partie, nous explorerons la manosphère et ses communautés. Alors, nous allons par contre, je ne sais pas s'il y a des garçons et des filles ou des non-binaires dans ce chat, mais vous allez devoir vous identifier sur cette échelle du tchadisme et du stécisme. On dirait pas les jeux vidéo qu'il y a sur tes applications mobiles, tu sais, en IA. Est-ce qu'il y a des troussels dans le chat? Le troussel, c'est vraiment, tu vois, je sais pas si vous connaissez South Park, vous voyez le mec qui joue à WoW sur son bureau qui est gros, qui a des miettes de chips dans son cul et tout partout, là, et qui bave, qui se bave dessus. Je pense que ça, c'est le troussel. C'est le mec, le puceau originel qui n'a jamais couché avec aucune fille, qui n'a jamais eu un contact. Non, mais c'est. Ah, le Roussel. Tiens, je te fais une interro, vas-y. En vrai, il n'y a pas grand chose. Ça veut dire troussel. Alors déjà, les profs et moi, c'est pas une histoire d'amour. Faut vraiment voir ça dépend vraiment des profs. Voilà. Et toi, tu n'en fais pas partie. Tu fais pas partie de ces profs à qui j'apporte ma considération. Mais en gros, il y a carrément des catégories en trop. Genre troussel, incel, incelish. En vrai, tu les regroupes en une seule fois. Tu dis incel, voilà, point barre. Melvin, je vois pas ce qu'il y a derrière sa tête. Ouais, les Melvin jusqu'à high tier normie, c'est les mecs plus ou moins normaux. C'est monsieur tout le monde. Et après, il y a les mecs qui tirent un petit peu leur épingle du jeu. C'est les mecs qui sont sur Tinder et qui vont quand même réussir à pécho de la meuf. Et après, il y a les Tchads qui sont au-dessus et qui te méprisent en fait. Et il faut absolument ressembler à un Tchad. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir la jawline. Eux, c'est les mecs, c'est les looks maxeurs, tu vois. Chez les incels, il y a des noms, c'est très très codifié les noms. Mais lui, il a inventé des catégories, ce qui est problématique. Les troussels, c'est l'incel qui a jamais rien fait avec une meuf. Jamais. À part maman, il a jamais touché une femme. L'incel, c'est éventuellement, il a eu des relations avec des femmes, 1 ou 2 relations avec des femmes, mais il est vierge et de toute façon, il n'arrive pas à en garder une. Je sais pas s'il est vierge, ensuite, l'incel. Je sais pas s'il est vierge, l'incel. Normalement, oui. Normalement, oui. Le Melvin, c'est la différence avec le Melvin. Le Melvin, il a éventuellement eu quelques relations un peu suivies et lui en général il n'est pas puceau. Ensuite on a le normie, c'est le mec qui a une vie normale mais qui est pas en haut de l'échelle. C'est un bêta, c'est un genre de bêta quoi. Voilà, c'est un bêta. Ensuite on a le Tchad qui est ça, un c'est mec celui qui pécho. C'est le chasseur. Et on a le Giga Chad qui lui est le ça, Pokémon Shiny, le mec introuvable, qui lui est parfait. Ouais, c'est toi en bien. Tu veux parler de l'échelle des femmes ou tu veux que j'en parle? Non, je voulais juste faire une remarque sur l'échelle des femmes, c'est qu'en fait ça ne suit pas ce qu'on voit en haut, c'est-à-dire qu'en fait même les femmes, même celles qui sont censées être tout en bas de l'échelle, respectent quand même les canons de beauté des standards masculins pour les femmes en fait. C'est-à-dire que entre Giga Stacy, qui est juste blonde avec un décolleté, et la Trousselle, en fait, il n'y en a aucune qui est spécialement moche. En fait, ça me fait penser, tu sais, dans les séries américaines, t'as la meuf qui a un petit chignon, qui a des lunettes et tout, tu te dis, ouais, elle est pas très belle, machin, et en fait, dès qu'elle se met un petit peu bien, tu fais, ah mon dieu, elle est trop belle. Et puis ensuite, c'est un peu comme dans les... Pas de calvasse. Il n'y a pas de calvasse. Mais si, il a une calvasse. Montre-nous ta calvasse. Montre-nous ta calvasse, toi. Je suis Michaud. La Stacy qui est tout en haut et tout en bas la Trousselle. Les Trousselles, les Femcelles, ça n'existe pas. C'est pas des vraies catégories. La Giga Stacy, la Stacy et la Becky qui existent du côté des femmes. Les Trousselles et Femcelles, c'est des appellations récentes, c'est des insultes employées par les incels pour discréditer les femmes. Même si aujourd'hui il y a
quelques femmes, et c'est très très rare, qui se qualifient comme incel, elles ont pas du tout le même Le même fonctionnement que rapport. les incels. Ouais, C'est-à-dire ouais. elles se considèrent comme involontairement célibataires, mais sur des critères totalement différents que ceux des incels. Les incels considèrent que les femmes ne veulent pas d'eux à cause de la révolution sexuelle et de l'émancipation sexuelle. Les normies, la seule raison pour laquelle ils arrivent à avoir des femmes, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Et les incels, eux, ils sont nuls à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils sont nuls biologiquement. Il y a un déterminisme biologique dans la façon dont ils se perçoivent et Ouais, un ouais. déterminisme aussi social. Ils considèrent qu'ils ne peuvent pas sortir de leurs conditions, à moins éventuellement d'améliorer leur look pour tricher. Parce que sur les forums Reddit, les forums 4chan, etc., ces communautés de mecs qui sont en détresse, il n'y a pas de rassurage en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de se dire non, mais t'inquiète pas, ça va aller. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas les caractéristiques physiques, tu es déterminé biologiquement. C'est-à-dire que tu es une merde, tu es destiné à être une merde, tu vas rester une merde. Et en fait, tu as deux solutions, la corde ou devenir un Tchad avec, à travers des formations, à travers de la souffrance physique pour te mettre. Soit tu t'injectes des trucs, tu vas à la salle, soit après tu vas te mettre des coups de marteau pour avoir une mâchoire carrée, etc. En fait, il y a vraiment un déterminisme biologique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il y a un truc très très important. J'ai parlé rapidement de comment est-ce que les garçons se représentaient, mais comment est-ce que les femmes se représentaient. Euh, elles sont toutes considérées comme misandres. C'est-à-dire que toutes les femmes sont misandres. Toutes les femmes méprisent les hommes. Elles ne les respectent que s'ils ont de l'argent ou un beau Ou corps. un statut. En fait, C'est elle ne respecte que le capital, que ce soit un capital économique, symbolique, social. oui, Elle ne respecte que le capital, elle ne relationne qu'à travers le capital. Mais en fait, encore une fois, c'est du libéralisme. Hein. C'est une colonisation de l'esprit par le oui, libéralisme. Hein. C'est-à-dire que les relations sont vues comme des relations marchandes, en fait. Le jour du jugement dernier, afin que vous pas puissiez clair. vous faire votre propre avis sur ce qu'est Non, le mais il y a masculinisme débat. et si c'est vraiment un... Donc, lui, vous le Allô? connaissez, j'imagine, le tueur de Columbine. Comment il s'appelle déjà Elliot Rodger. Qui est l'auteur d'une tuerie incel aux États-Unis, en Californie. Il a tué de mémoire 7 personnes, il en a blessé 7 autres. Euh, c'est le premier attentat incel répertorié. Il y a un lien très très fort entre le suprémacisme et le suprémacisme blanc et le masculinisme en fait, parce que après tout ça c'est dans la construction de l'homme nouveau, c'est des traits qui sont très corrélés, enfin qui sont en rapport avec le fascisme, etc. Donc il y a des logiques qui sont extrêmement similaires entre le masculinisme et le fascisme. Ambroise dit que le masculinisme est un fascisme. Moi je suis un peu plus tatillon là-dessus, mais il y a des convergences quoi. C'est un crypto-fascisme même. Un crypto-fascisme, à la limite ça me va. Le chat est en train de devenir une réunion Sur la crème solaire, dermatologique. mais oui, mais après pourquoi pas, hein, pourquoi pas. danger. Allez, Style Wish Production. Et c'est pas autant, Sosie Wish, c'est pas j'imagine. autant on emporte le vent là, la couverture du truc là. Ouais, c'est vaguement inspiré d'Autant n'emporte le vent. Travail faire une patte. Non, non, c'est un sosie de merde de Pétain. Hein. Il y a une Dans le vidéo, modèle regarde. familial, C'est vraiment ce Le truc, collier de tu sais, des banlieues américaines où chacun a son pavillon. En fait, ça justifie dans leur univers mental que la structure familiale, elle était comme ça. En fait, c'est un ordre établi. Tu sais, c'est encore ce fantasme qui revient dans le fascisme avant c'était bien, avant les choses filaient droit, il y avait un ordre social, il y avait une hiérarchie qui fait qu'en fait tout se passait bien, les femmes elles étaient heureuses parce qu'en fait on les entretenait à la maison, etc. Sauf que en fait cette réalité là n'a jamais existé, ou alors elle a existé de manière très très restreinte, de manière très très située, et toujours dans des cercles de familles aisées quoi. Je vais en parler, je vais le dire très rapidement. Hein. C'est une question de spectralité. C'est le fait de se projeter T'as pas la et bonne de casquette, regretter un passé qui n'a jamais eu lieu. ta casquette, Ah putain, ta merde. casquette spectralité s'il te Pardon. plaît. Il y a un deal. Il y a une mise en scène. Voilà, la mise en scène est là. Voilà, quand on parle de spectralité, il faut un spectre. Et en fait, la spectralité, c'est un concept philosophique qui naît dans les années 70. On est bloqué dans la nostalgie d'un passé qui n'a pas eu lieu. Et pour les mascus, c'est super important ça. Et Steel Wish fait partie des gens qui vénèrent ça. C'est-à-dire qu'ils regrettent, ils imaginent tous que la France du maréchal Pétain, c'est la France de la Révolution à aujourd'hui. Et qu'il y a un truc qui s'est passé dans les années 2000 à cause de MeToo et à cause de la dernière vague féministe qui a tout cassé et que depuis tout va mal et que c'est l'enfer. Et ça, c'est un truc sur lequel l'extrême droite progresse beaucoup. Hein. C'est encore ce fantasme. Alors Exactement. là, c'est pas en France, mais de toute façon, ils ont apporté l'imaginaire américain en France, donc il y a aucun souci de compatibilité là-dessus. C'est vraiment ce truc de la France éternelle, la France figée. Vous avez tout qui est résumé là, c'est-à-dire qu'il est bloqué dans des années 50 fantastiques. Mais comme Thèse Descuffon, hein, vraiment, c'est les mêmes. Hein. Voilà. En fait, c'est le Puis roman on a encore national. ici. C'est toujours, enfin, ça participe à structurer le roman national, mais ça vient aussi du soft power américain après le plan Marshall et toutes les importations, le cinéma américain, les marques, enfin.
tout a été fait pour qu'on ait cette vision-là d'Épinal de la structure familiale. Alors qu'en fait, l'évolution en France, c'était très, très, très différent de ça. Hein. Dans les années 20, 30, 40, 50, on n'a pas du tout eu quelque chose comme ça. Quoi. Quelque chose qu'on trouve de très, très fort dans l'imaginaire masculin et qui, là, est très, très bien montré, c'est qu'ils font des références à la pop culture systématiquement et qui vont puiser dans la pop culture pour illustrer, mais pas n'importe quelle pop culture, la pub et les jeux, des choses totalement décalées par rapport au réel, pas des représentations du réel, mais des déformations du réel, des caricatures du réel, pour illustrer leurs propos. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont hantés, parce qu'ils n'ont pas en fait de connexion effective au réel. Ils sont vraiment dans une spectralité, c'est des fantômes qui leur courent derrière, et ils ne font que parler avec des fantômes. Ils ne parlent jamais de ce qui se passe dans le réel. Quand on parle de spectralité, on parle de représentation de l'information. Enfin, je sais pas si c'était assez clair. C'est assez clair pour tout le monde, le concept de spectralité, ou pas trop? C'est clair. Bon, bah, apparemment, c'est clair. C'est clair. Avec la casquette, c'est bon. En fait, la force de la casquette, je pense que la casquette a rendu le propos très clair. Tu peux retourner en mode mascu. Ouais, non, c'est bon. Vas-y, change de casquette, je remets les trucs là. La gestion du foyer. Non, putain, mais c'est faux. Arrêtez avec ce mythe. Putain, ça n'a jamais existé. Les femmes ont toujours travaillé, juste elles n'étaient pas payées en fait. Voilà, et elles faisaient ça en même temps. C'est un mythe bourgeois blanc occidental, là, le putain de truc des années 50 avec la femme au foyer, les deux gamins. Là, regarde, il y en a un, il a le typhus. L'autre, il s'est pas fait vacciner contre la polio, il marche sur deux pattes. Et l'autre pétasse, là, elle s'est fait poids par son mari, elle s'est fait cogner, et elle peut rien faire, elle a pas d'amis, elle est en dépression. Voilà, c'est ça la vérité en fait. C'est pour ça qu'elles sont c'est bon ou pas? Et l'éducation des enfants. Tandis que les hommes subvenaient aux besoins économiques de la famille. Enfin, vraiment, tu vois, tous les clichés de leur fantasme en fait. C'est-à-dire que t'as la petite fille qui joue à la poupée, t'as le petit garçon qui joue à la construction, t'as la femme qui fait le ménage derrière, et puis t'as l'autre qui est tranquille avec son journal. Ce truc de avant c'était bien parce que le mari pouvait aller chercher les sous dehors pendant qu'en fait la petite famille elle se construisait à la maison, sauf qu'en fait c'est quelque chose qui n'est même plus possible économiquement, tu vois, c'est même pas viable en fait avec le néolibéralisme. Il y a surtout un manque de lecture structurelle, il y a un manque de lecture contextuelle, il y a un manque de compréhension des dynamiques sociales en fait. C'est ce truc d'idéalisme pur en fait. Et moi c'est ça qui me termine, c'est quand les droitards ils t'expliquent qu'ils sont dans le réel alors que tout ce qu'ils font c'est imaginer les abstractions, c'est rester dans un idéalisme total, c'est ne jamais chercher à comprendre l'évolution de la société à travers ses contradictions, à travers ses dynamiques, à travers le repositionnement des forces économiques, du mode de production. Il n'y a rien du tout de tout ça en fait. Il y a une lecture complètement idéaliste et du coup en fait à partir de ça tu peux poser des causes du déclin ou de la dégénérescence. C'est le truc qui revient très souvent dans le fascisme. Tu peux imputer ce changement non pas à des changements socio-économiques, non pas à la mondialisation, etc. Tu vas juste te dire bah, c'est les immigrés, c'est les woke. En fait dans cette grille de lecture simpliste, tu peux ajouter n'importe quel élément qui va permettre d'expliquer le monde comme il est. Ouais, mais toi, tu es trop gentil parce que ils utilisent pas l'imagination. C'est des gens qui sont bloqués dans des modèles. En fait, ils gèrent le monde comme si c'était des maths, comme si c'était des statistiques, et ils ne veulent que des modèles figés. Ils veulent des boîtes dans lesquelles ils peuvent mettre les choses, et si ça déborde de la boîte, eh ben ils tapent dessus. Et la structure importante là qu'ils nous montrent, c'est un garçon, un papa, une maman, un garçon, une fille. On est quand même dans un truc qui nous rappelle un petit peu le réarmement démographique de Macron. On est dans la manif pour tous quand même, hein. Sévèrement dans la manif pour tous version américaine. L'autre Syrie à pas mettre les chrétiens dans la mauvaise case ou les musulmans, quelque autre religion dans la mauvaise case, ça c'est le capital. La famille nucléaire, ça n'est pas les chrétiens ou les musulmans ou n'importe quelle autre religion, c'est le capital. Oui, c'est la famille nucléaire, elle a émergé suite à la restructuration de la société par le capital, en fait, avec la révolution industrielle. En fait, tu as les familles qui se sont... À la base, c'était des familles élargies, sauf que tu as eu une désertion des campagnes, des trucs agricoles, etc., qui se sont arrivés dans les villes. En fait, la famille a dû se restructurer. Elle s'est restructurée autour d'un modèle qui s'appelle la famille nucléaire. Tu as des familles qui sont restreintes, et en fait, les enfants doivent partir faire des études à Pétaouchnok, etc. Et en fait, tu n'as plus cette famille élargie. Mais ça n'a pas spécialement de rapport avec la religion, en fait. Il y a deux choses qui vont motiver ça et qui vont le renforcer, c'est l'industrialisation et l'habitat collectif. Les premiers habitats collectifs sont promus à travers, par exemple, les corons, où on a des micro-habitats, des petits habitats familiaux qui ne permettent pas d'être en famille étendue, qui permettent que d'avoir une famille nucléaire, ou des micro-immeubles qu'on va trouver autour des manufactures. On va en trouver en France, d'ailleurs, un des premiers se trouve près d'Orléans en France. Et ce qu'il y a de très très fort, c'est qu'en fait, on a empêché les familles étendues d'exister
à travers l'urbanisation, l'industrialisation Et et l'individualisation aussi, avec les loyers. Tu sais que ça, c'est quand même, quand tu dis à un enfant que bah, c'est bien qu'il ait son indépendance assez tôt, etc., tu vois, parce que bah, faut qu'il paye un loyer, tu vois, quelque part, ça arrange aussi le capitalisme, ça arrange aussi les multipropriétaires. Par contre, les chrétiens, certaines familles qui se revendiquent chrétiennes, etc., ont pu adopter ce modèle a posteriori pour en faire quelque chose de traditionnel. Tout ce que véhicule le capitalisme, toute la vision, toutes les constructions qu'il fait, les gens se les réinterprètent après. En fait, il y a un travail de naturalisation, de normalisation. Donc, en fait, que tu sois chrétien ou pas, tu peux très bien imaginer que ce modèle-là a toujours existé et que c'est ce modèle-là qui est traditionnel, entre guillemets, et que c'est le vrai modèle familial. Mais c'est pas une question de religion, c'est une question de perception par rapport à par rapport au fait qu'on vit dans une société capitaliste et que toutes tes affects, toutes tes représentations sont façonnées et sont produites par le capitalisme, donc par l'organisation sociale. Il faut se dire que le capital, c'est quand même une bête dégueulasse qui s'hybride avec tout et n'importe quoi. Avec le patriarcat, certes, mais aussi avec la religion. C'est-à-dire qu'il a été chercher dans la religion quelque chose à réifier, à transformer en matière, quelque chose à transformer en produit. Et en l'occurrence, ça a été la famille. La famille est devenue quelque chose de très, très pratique. Engels a très bien travaillé dessus pour montrer à quel point la famille était une des bases du fonctionnement du capital, en montrant, entre autres choses, c'est pas la phrase exacte, mais ça résume bien son propos, la femme, Et le c'est le prolétaire prolétaire de de l'homme. l'homme. Famille, l'homme, c'est le patron, la femme, c'est le prolétaire, et les enfants, c'est les futures forces de travail, certes, mais aussi Le sujet dominé. c'est un produit. Et c'est pour ça qu'on exclut Voilà, aussi c'est super des espaces important. publics actuellement. En fait, il y a ce truc, il y a cette injonction à vouloir faire des enfants, et en même temps, parallèlement, la société ne veut pas les voir. Elle veut pas les voir, elle veut pas les entendre. Elle te vend des billets en première classe où t'es pas censé entendre le bruit des enfants, etc. T'as une espèce de paradoxe comme ça. Tant que l'enfant n'est pas productif, tant qu'il n'est pas intégré au mode de production. D'ailleurs, c'était qui? C'était Elisabeth Borg qui disait qu'il fallait que les enfants choisissent, que ce serait bien qu'ils choisissent leur orientation au travail dès la maternelle, ou je sais plus quelle connerie elle avait sorti. Parce qu'il y a vraiment ce truc de Excuse-moi, l'enfant doit être je- intégré au marché le plus tôt possible. Tant que l'enfant n'est pas intégré au marché, non seulement c'est la femme et c'est la famille en fait qui va soutenir économiquement les enfants. Donc du coup en fait ça c'est déduit. En fait c'est une exportation, c'est un report des coûts, une externalisation des coûts du capitalisme sur la famille. Tant que l'ouvrier n'est pas productif, il est à la charge de la famille qui va payer pour lui. Et une fois que l'enfant peut intégrer le marché, là on commence à le tolérer. Je me suis complètement perdu, je sais plus tout ce que je voulais dire. D'exercer l'autorité familiale. Non, personne t'écoute. Les droits Oui, des bah oui, femmes progressent, autonomie juridique, c'est au travail rémunéré, Ouais, là, droit tu de parles, propriété. Louise, tu parles Ces de Patrick avancées Ménage. renforcent l'égalité Ah, le formelle, rêve américain, c'est mais magnifique. avec Ah, le divorce, voilà, ça c'est ta partie. Le divorce. Alors, le divorce, c'est un moment passionnant. Je continue à défiler. Enfin, parce que moi, je vous rappelle que j'ai pas le son, que j'essaie je galère à lire que les sous-titres. Hein, mais... Il y a un truc super important dans cette partie qui parle du divorce, c'est qu'elle est totalement fausse. Hein. C'est-à-dire Oui. que les femmes ne se sont jamais enrichies, les hommes ne se sont jamais appauvris du fait du divorce. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un homme met à peu près 1 an à se remettre d'un divorce financièrement, une femme jamais. Entre autres choses parce qu'elle récupère les gamins. Comme elle récupère les gamins, elle peut pas récupérer un travail à plein temps. Comme elle peut pas récupérer un travail à plein temps, elle peut pas récupérer son niveau de vie d'auparavant. Mais quand bien même elle aurait une pension alimentaire, la pension alimentaire permet rarement de rééquilibrer parce qu'il y a des coûts nouveaux qui se grèvent dessus et que l'indexation de la pension alimentaire ne se fait pas proportionnellement aux dépenses nouvelles qui dépendent de ces conditions de vie, mais aux conditions de vie précédentes. Le divorce est demandé par les femmes, c'est dire à quel point les hommes sont relous. Et Elles avoir sont un enfant demandées aussi. pour des. Il y a quelque chose quand la femme elle fait un enfant, un homme qui a un enfant, il a une promotion, une femme qui a un enfant, elle perd l'opportunité d'avoir des promotions et en général elle est déclassée et elle est poussée progressivement vers la porte. La maternité, c'est vraiment quelque chose de. C'était le cas avant, c'est encore plus maintenant, et ça n'est pas un progrès qu'il y a eu autour de ça, c'est bien l'inverse. Je vais Augmentation me mettre des le son parce que divorces j'en ai dans les marre de pas années être sûr. Vas-y. 60-70, un décalage apparaît. La société évolue, les femmes gagnent en indépendance, mais les hommes, eux, conservent leur rôle traditionnel de pourvoyeur. Dans la pratique, en cas de divorce, les femmes récupéraient souvent une grosse partie de leurs biens. Ainsi, Ouais. Il y a un truc qu'ils ont du mal à comprendre, les droits tardés, c'est que c'est impossible actuellement, quand tu es de classe moyenne ou de classe inférieure, d'avoir un mec qui bosse et qui peut entretenir toute la famille. En fait, ça n'existe pas parce que c'est impossible dans le modèle Ça, libéral actuel. officiellement, on voit la progression du travail des femmes entre 1800
1900 et 1950, on nous montre qu'elles arrivent progressivement dans le monde du travail. Non, elles arrivent Non, à progressivement être dans le payées, salariat. dans le salariat, à être reconnues en tant que salariées, voilà. C'est ça. Parce que les femmes dans Alors le que textile, dans l'industrie, dans les champs, dans le charbon, dans le blanchiment, t'inquiète. Et réduit au rôle unique de soutien financier. Mais tu vois, là, même dans l'image, on était à 2 doigts d'avoir une conscience de classe. Moi, c'est ça qui me trigger à chaque fois, c'est que vraiment, des fois, on passe à ça, de comprendre que le patriarcat concerne aussi les hommes et de comprendre que le capitalisme touche tout le monde. Et à ça. ouais, il est assez flippant là-dessus parce que des fois, il y a des bonnes intuitions et puis c'est comme s'il faisait des dérapages intellectuels. Il me fait peur aussi hein, avec ça. C'est un truc, tu te dis, ça y est, il a compris. Et non, en fait, non. Des groupes se sont alors Ouais, formés peut-être pour là, parce que dénoncer ce ça crée un qu'ils appelaient malaise. le racket du divorce. Ils estiment que le système est injuste et biaisé et dénoncent ce qu'ils appellent la complicité de l'État et les avocats à leur prendre leurs biens et leurs enfants. C'est dans ce climat de contestation que débute le mouvement des droits des hommes autour. Ah oui, alors ça, le mouvement des droits des hommes, c'est pas un vrai truc. C'est pas un vrai mouvement du droit des hommes, ça veut dire c'est juste des groupes réactionnaires à la con qui ont décidé de faire des mouvements autonomes. Le mouvement des droits des hommes, ça existe et ça n'existe pas. C'est plutôt du lobbying. C'est du lobbying masculin pour essayer de faire se transformer les questions de droit de la famille aux États-Unis. C'est comme le mariage pour C'est tous en très fait. américain. En fait. C'est un peu comme le Ouais, mariage c'est pour tous. exactement le C'est même la même genre de chose. truc, sauf que c'est le mariage pour tous qu'avec des mecs. Mm. Et qu'avec des mecs qui veulent que les femmes aient pas de droits et pas d'évolution des droits. Ils considèrent, avant même que les femmes aient obtenu des droits équivalents à ceux des hommes, que c'est trop. C'est déjà rien que le fait d'y penser, c'est trop. Ils commencent à critiquer la façon dont les pensions alimentaires devraient être distribuées, etc. Ils critiquent l'attribution des résidences des enfants. Mais de l'autre côté, ils refusent d'avoir les enfants en bas âge parce qu'il faut qu'ils travaillent, donc ils peuvent pas s'en occuper. Mais ils voudraient les avoir à partir du moment où ils ont une épouse pour pouvoir pour pouvoir les récupérer. En gros, globalement, ce qu'ils essayent de faire à travers ce mouvement du droit des hommes, c'est faire en sorte que les hommes aient un contrôle sur les enfants, mais pas du tout avoir un contrôle éducatif sur les enfants. Ils veulent pas participer à l'entretien et l'éducation des enfants. Ils veulent contrôler le mouvement des enfants et les relations qu'ils pourraient entretenir avec les mères. Le problème était qu'à cette époque, pour se séparer, il fallait prouver la faute. Des militants estiment que ce système encourage les fausses accusations stratégiques et Ouais, les fausses accusations stratégiques pour divorcer. En fait, c'est vraiment ça, c'est un énorme problème. Hein, c'est imaginer que pour devoir divorcer, il faut que tu prouves une culpabilité ou que tu prouves un défaut dans le couple au lieu de pouvoir divorcer librement. Et là, l'État français a fait quelque chose de très très bien par rapport à ça. En France, on a une chance, c'est que l'État a rendu le divorce contentieux, compliqué. Le divorce, l'État français a fait en sorte que les mecs qui font chier n'y arrivent pas, quoi. Les mecs qui râlent pour la pension, c'est au lieu de se régler en un mois, au lieu de se régler facilement, ça dure au moins 3 ans et ça peut aller jusqu'à 5-6 ans. De toute façon, il me semble, si je dis pas de conneries, hein, que quand il y a une procédure de divorce, c'est généralement le mec qui l'a fait traîner. Et c'est Il me semble. quasiment tout le temps les femmes qui demandent le Oui, divorce. oui. Ouais, parce que En fait, en voilà, fait, c'est ça. c'est une En fait, charge le type mentale. de Hein, divorce, c'est une charge mentale, quoi. c'est ça, c'est la charge mentale, la raison pour laquelle les femmes divorcent. Développement impersonnel, l'ennemi Et la raison pour laquelle principal. elles ne divorcent pas, c'est parce qu'elles sont souvent en manque économique, en manque de professionnalisation. Et c'est aussi un moyen de les tenir sous la coupe masculine aussi. Hein. Le fait de vouloir que la femme soit à la maison et s'occupe des gamins pendant que tu vas travailler, c'est aussi ce qui te permet qu'elle ne puisse pas te quitter. En fait, tu as le contrôle de la structure familiale, quoi. Ouais, il y a un truc dans le capital et la famille nucléaire qui est très très important, c'est que ça fait que la femme, elle ne peut pas s'enfuir, elle n'a pas de moyen de survie. Et ce groupe-là, il essaye de faire en sorte qu'elle n'ait pas le droit de partir, qu'elle puisse éventuellement avoir le droit de partir, mais qu'elle n'en ait pas les moyens. dans les années 70, James Cook a demandé à un juge James la Cook. possibilité d'avoir la garde partagée de son enfant. Le juge lui a répondu que sa demande était absurde. À cette époque, Oh, le de juge qui se nombreux marre, juges là. Oui, et Oh, d'ailleurs sur ce truc des gardes partagées, c'est un mytho aussi, hein, parce que si la plupart du temps, c'est pas les hommes qui ont la garde partagée, c'est parce qu'ils la demandent pas. Dans les très rares cas où ils la demandent, on a à peu près une égalité à peu près parfaite entre les demandes, quoi. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, j'ai pas mes chiffres sous les yeux, mais faut se dire que c'est à peu près
100% du temps, quand les hommes demandent la résidence, ils l'obtiennent, y compris la résidence partagée. En France, on est à peu près à 20% de résidence partagée. Les chiffres sont pas clairs parce que la dernière étude vraiment transversale, elle date de 2011. Mais on sait qu'on est dans ces eaux-là. Il y a eu une enquête du Sénat qui est un peu plus récente. Quand on s'intéresse aux résultats dans le cas des délibérations des tribunaux, on se rend compte que si les pères n'ont pas la résidence des enfants, C'est c'est parce qu'ils qu'ils ont la fait des demandent pas. dingueries, ou sinon c'est qu'ils ont fait des dingueries. Quand c'est refusé, Tous c'est parce qui ont qu'ils ont fait des fait des dingueries. trucs. Ouais, c'est à peu près 2% de mecs qui ont fait des dingueries, qui l'ont quand même demandé. C'est des mecs qui se font des films et qui imaginent que quand bien même ils s'occupent pas de leurs enfants, ils devraient en avoir la garde parce que c'est les leurs. Il y a aussi un truc très très fort dans le masculinisme et qui revient très très souvent, c'est la lignée génétique. On va retrouver ça chez les incels, des questions liées à la génétique et des questions liées à un déterminisme génétique très Oui, très oui, fort, bon, le mais on fascisme. le trouve aussi dans la pensée masculiniste. Et oui, on parle de fascisme, tu vois, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi Non, qui mais l'as je dit, sais. bravo. Mais on va retrouver quand même quelque chose, un déterminisme biologique et un déterminisme génétique extrêmement fort, avec cette obsession aussi qui n'est pas évoquée dans le documentaire, mais qui revient très souvent, des tests génétiques pour les enfants, quoi. Et ça, c'est-à-dire considérer qu'on est père à partir du moment où on a transmis son patrimoine génétique. On ne peut pas être père d'un enfant qui n'a pas de gènes en commun avec nous. C'est lié à la propriété, à la transmission de l'héritage, où on est encore sur ce truc d'Engels, C'est hein, ça. avec le fait qu'il fallait On il cherche. fallait s'assurer que ce soit ses propres gènes, donc du coup il fallait contrôler la femme pour pouvoir transmettre les propriétés, les capitaux, etc. Ah, mais c'est Beaucoup de peut-être une masculins se réédition. revendiquent de ne pas payer de pension car il n'y a Oui. aucune preuve qu'il soit le père. Oui, oui, mais ça c'est un jeu, surtout en Amérique, hein. En Amérique, tu as des tribunaux qui sont filmés avec des émissions qui sont rediffusées et tout, où en fait tout l'enjeu c'est de savoir si t'es le père ou t'es pas le père. Et il y a vraiment un truc spectacle sordide là-dessus, sur la détresse et sur la misère des familles. C'est terrible. La condition masculine, voilà, Dans parfait. les années 70, Warren Farrell est Ah, un membre de la National Organization for Women. Il est d'ailleurs le seul homme à avoir été Alors élu là, j'ai plein de 3 choses à dire sur fois lui. au oui, conseil oui, oui. d'administration de la section Laisse new-yorkaise. passer En le morceau et ensuite j'en parlerai. 1974, il publia The Liberated Man. Son idée est que Alors, ce l'émancipation... On va monsieur. s'arrêter à ce bouquin. Ouais, Donc, ouais. moi j'avais call que c'était un espèce de clouscardien dégénéré. Il y a un concept qui existe en marxisme contemporain, le réalisme patriarcal ou le réalisme familial, qui nous vient d'Hélène Willis, qui est une féministe radicale américaine contemporaine de Farrell, l'auteur de ce bouquin. Et elle montre comment le backlash a réussi à convaincre les plus extrêmes des féministes de retourner dans la conjugalité, de retourner dans le patriarcat et de vivre avec et d'essayer de composer avec et d'essayer de s'émanciper à l'intérieur du patriarcat alors qu'elles étaient faites pour partir dans l'autre sens. Donc ce mec, il a écrit un premier bouquin qui était super prometteur où il constate les inégalités structurelles qui existent entre hommes et femmes. Et Donc à il deux voit doigts de bien faire qu'il y du a un marxisme, à deux doigts de faire du marxisme, truc. à savoir que que le patriarcat impacte aussi les hommes, mais lui, il individualise le problème, en fait. C'est ça le truc, c'est Ouais, il esquive le c'est matérialisme pour partir dans un truc complètement libéral. c'est Pétavin qui a fait un bouquin qui s'appelle Le coût de la virilité, qui chiffre tout ça. Sauf que lui, il va faire un virage et il va rendre les hommes victimes Pétavin, ouais, ouais. c'est Pétavin, oui. Il va les rendre victimes de l'exploitation d'une autre catégorie d'hommes. C'est-à-dire qu'il va considérer qu'il y a des hommes, une élite masculine dominante, et pas de patriarcat, qui exploite des hommes dominés et les femmes côte à côte. Il va faire une symétrie sans voir le rapport de force qu'il y a entre les hommes et les C'est ça. femmes. Sans voir Donc la déjà, il transversalité commence. des rapports de domination. Voilà, il va être sur un truc où au début, on pourrait dire qu'il est féministe réflexif, mais progressivement, il va dériver pour arriver aujourd'hui avec des bouquins sur la loneliness épidémique, où il va faire un truc qui, pour les gens d'entre vous qui ont fait de la psychologie et qui connaissent un petit peu un mec qui s'appelle Durkheim, il va remettre en question le principe de l'anomie, le fait que ce soit l'exploitation et la surpression qu'on met sur les hommes qui les pousse au suicide et à la solitude et qui les empêche de s'épanouir parce qu'ils n'ont pas de vie individuelle et personnelle, qu'ils n'ont pas d'imaginaire personnel, qu'ils n'ont pas de capacité à relationner autrement que dans la violence ou dans la compétition, qui n'existe en fait que dans le capital. Lui, il va dire que tout ça, c'est lié principalement au fait que les femmes se soient émancipées et il va ne faire que lister les souffrances que subissent les hommes
et arrêter de les mettre dans une perspective Structurel. Et ça, c'est classique The et culturelle. Myth of Male Power, hein. C'est sur ce bouquin-là qu'il a commencé à partir en Ouais, couille. pour parler de la relation patriarcat, c'est un victimaire en fait. Oui, Il c'est un est ouin-ouin. entre les défensifs et les victimaires, c'est un gros ouin-ouin qui pleure, qui dit les hommes sont victimes, c'est les femmes qui ont tout gagné. Il dit que les hommes souffrent plus de harcèlement, sont plus agressés dans la rue, sont plus comment ça s'appelle, sont plus victimes de guerre, sont plus victimes d'accidents, mais il oublie la division genrée du travail, il oublie toute l'asymétrie sociale qui existe entre hommes et femmes. Oui, c'est ça, Et le fait que c'est que les hommes occupent plus l'espace public, donc ils sont surreprésentés dans les statistiques de délinquance. Alors, peut-être que l'éducation nationale ne fait pas son taf en n'éveillant pas les filles et les jeunes femmes sur les comportements de domination masculine. Il y a des contradictions au sein de l'éducation nationale, mais l'éducation nationale aussi, il faut savoir qu'elle renforce les stéréotypes de genre. On est dans un prisme universaliste qui fait qu'on tend à ne pas voir les différences sociales entre les jeunes et que quand on essaye de leur apprendre l'inclusivité, on se heurte à des vrais gros problèmes de dissymétrie aussi sociale. C'est-à-dire que les familles dans lesquelles vivent ces enfants, il n'est pas possible d'appliquer ce qu'on leur apprend à Bah l'école. non, il n'y a pas d'homogénéité Ça, faut bien avoir entre l'esprit. les Il n'y a élèves. pas d'homogénéité. Quand on a un dispositif d'enseignement généralisé qu'on plaque artificiellement sur un groupe déjà dans lequel on essaye de se convaincre qu'il n'y a ni noir, ni blanc, ni arabe, et qu'ils n'ont tous aucune religion, et que de toute façon, on est dans une hyper-laïcité, ça serait étonnant qu'on arrive à faire quelque chose. On essaye, mais on n'y arrive pas. Il n'y a pas un papa dans toutes les maisons. Il n'y a pas des parents présents le soir quand le gamin y rentre dans toutes les maisons. Il y a énormément de foyers dans lesquels les jeunes ados, garçons ou filles, ne font que croiser leurs parents de temps en temps et dans lesquels cette fonction éducative qu'on prône et qu'on avance comme une solution magique à tout n'est pas possible. Et c'est pas parce que les parents veulent pas, c'est parce que les parents peuvent pas. Et le problème n'est pas local, il est social. Mais même avec toute la bonne volonté du monde, l'école seule ne peut pas résoudre ce problème-là, en fait. Parce que ça découle d'une structure familiale, ça découle ça découle de comment est structuré le rapport au travail, ça découle même d'une architecture urbaine, ça découle de tout un tas de facteurs. En fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est macro-social. Il faut dézoomer, il faut tout changer. Si on veut que ça puisse être appliqué à l'échelle microscopique, il faudrait pouvoir changer à l'échelle macroscopique, en fait. Pour que l'enseignement soit le même pour tous et donne les mêmes chances à tous, il ne faut pas une égalité abstraite, il faut une égalité de fait, où chacun dispose des mêmes ressources physiques, psychiques, techniques, environnementales. Et donc ça passe par une refonte totale de la société. Tu peux pas juste mettre des patchs quelque part et te dire ça va arranger un problème qui est d'ordre structurel, en fait. Des femmes ne peut être... Bon, du coup, on a avancé sur ce qu'il raconte, parce qu'après, il dit rien d'intéressant, il fait ouin. Je vais avancer encore parce que... Déjà, le terme manosphère est inventé à partir du mot blogosphère. Il est apparu vers 2009 pour désigner l'écosystème en ligne masculin. C'est composé du mouvement des droits des hommes, les incels, les MGTOW, les pick-up artistes et la Red Pill. Mais ces groupes n'ont pas les mêmes objectifs. Alors, là, il va essayer de vous expliquer chaque case, mais en fait, il va un petit peu tout mélanger, il va être très confusionnant. Il explique plus ou moins qu'il y a une transversalité entre les classes, mais la façon dont il explique les différentes classes, il y a un mélange entre les différentes sphères. Moi, là, quand il parle, c'est le moment où je dis qu'il bascule, mais vraiment à fond dans le confusionnisme. Ouais. C'est-à-dire que le terme Red Pill, on le trouve dans tous les milieux complotistes, c'est le fait de plus bouffer la version officielle des faits. Donc ça, c'est la composante complotiste, elle est à la base de tous les autres. Les incels, c'est les célibataires involontaires, c'est une communauté en ligne à la base qui est à genre et qui va évoluer pour devenir fortement masculine. Ils vont dégager les femmes et les mecs vont inventer des mots comme fémoïde, femcel et toutes les catégorisations pour dégager les femmes et se foutre de leur gueule. Pour les déshumaniser. Parce qu'ils vont être extrêmement rapidement très misogynes et très violents. Dans les incels, il va y avoir la catégorie principale qui va être les incels Red Pill et ensuite il y aura une autre catégorie qui est une catégorie Black Pill qui est ceux qui sont nihilistes et qui considèrent que ils ne méritent que la mort parce qu'ils sont tellement nuls et de toute façon ils sont tellement irrécupérables du fait de leur mauvais patrimoine génétique et de leur mauvaise performance, de leur mauvaise intégration sociale, ne méritent que la mort. Mais comme c'est de la faute de la dérégulation du marché par la libération sexuelle, il faut se venger sur les femmes.
Ensuite, on va avoir les MGTOW, les Men Going Their Own Way. Ceux-là, ils considèrent que les femmes, dans le meilleur des cas, sont des épouses. Et donc, c'est la corollaire du mouvement Tradwife, les MGTOW. Ils considèrent que les femmes sont bonnes pour faire la bouffe et gérer les mômes. Eux, ils sont là pour baiser, faire la guerre et faire du pognon. Ils sont là pour la Salut violence. Tritech. C'est Ah ouais, un... c'est un petit peu. Non, on parlera des sigmas après. On parlera des sigmas Ouais, après, c'est mais autre chose. c'est pas complètement faux parce qu'en fait, il y a cette différence Oui, entre alpha et sigma où les sigma ils s'identifient plus à des loups solitaires qui ont besoin de personne, etc. dans l'absolu, les hommes sont faits pour vivre seuls et éventuellement relationner avec les femmes uniquement pour du sexe. Pour du sexe, ouais. Et ensuite, on a les pick-up artistes. Les pick-up artistes, c'est les mecs qui ont une science de la drague, qui chopent des meufs pour faire du sexe uniquement. L'idée, c'est d'avoir le body count le plus élevé possible. C'est eux qui posent le truc du body count. Et ensuite, il y a une hybridation entre tous ces mouvements. Alors, on va avoir le principe de l'alpha qui va être plus présent chez les MGTOW et chez les pick-up artistes et qui va prendre le nom de méga Chad, de Chad et de méga Chad chez les incels. On a le sigma qui est le mec parfait, juste il y en a 1 sur 1 milliard. En dessous, on a l'alpha qui est le dominant, qui a les femmes, qui a l'argent, qui a le succès. Et on a les normies, les bêtas. Les pick-up artistes, c'est les masculins originels. Par contre, je voulais juste ajouter un C'est truc, ça. c'était sur la dimension politique, du coup, c'est qu'en fait, cet essor masculiniste, il va de pair, il n'est pas indifférencié avec, avec la montée de l'extrême droite, parce que tout ça, ça vient encore une fois, d'une crise capitaliste où du coup on va devoir renforcer un narratif de l'homme fort, de l'homme qui doit être prêt à se sacrifier, alors se sacrifier pour la nation, se sacrifier pour les industriels, etc. Bref, il y a cette dimension de contrôle du genre, contrôle de la reproduction, contrôle de la force productiviste et du futur ouvrier et du futur soldat. Il y a aussi le fait que comme les classes populaires sont de plus en plus opprimées aussi, c'est-à-dire qu'on leur capte de plus en plus de plus-value, elles sont en déclassement, etc. Du coup, le masculinisme, c'est aussi un moyen de reprendre du contrôle sur une population qui est déjà dominée, comme le racisme en fait, ça répond à un besoin matériel. Le racisme revient fort, le masculinisme revient fort parce que ce sont deux dominations que les classes populaires peuvent se réapproprier ou que les personnes qui sont déclassées peuvent se réapproprier pour justement encaisser entre guillemets le coût de leur déclassement. C'est en 1997 qu'une Canadienne du nom de Alana a fondé un forum d'entraide. C'était destiné à toutes les personnes, hommes comme femmes, vivant une solitude affective qui n'arrivent pas à trouver de partenaire, d'avoir un soutien émotionnel. Le nom fut trouvé en contractant le mot involontaire et célibat. Les MGTOW. Je me rappelle plus que c'était aussi rapide. C'est vraiment, il a fait. Alors ça a été inventé à cette époque. C'est la contraction de ça. Allez, hop, sujet suivant. C'est bon. C'est un acronyme pour dire les hommes qui font leur propre chemin, Men Going Their Own Way. C'est en 2001 sur le blog Nomaam qu'est sorti le premier manifesto du MGTOW et expliquant qu'ils ont 3 objectifs. Le premier est d'inculquer la masculinité chez les hommes en exigeant le respect et en servant de modèle, mais aussi rejeter la chevalerie jugée inégalitaire. Oui, donc la chevalerie, ça veut dire courtoisie, on avait dit, du coup. Parce que comme il est canadien, il parle de chevalerie. Oh, il est canadien. Voilà, ce qui veut dire courtoisie en vrai. Mais ça aussi, c'est un truc que je n'arriverai pas à comprendre. Hein. C'est je te tiens la porte, mais si t'es égal, je te tiens pas la porte. Et si je te tiens la porte, je fais un truc pour toi, donc il faut que tu me suces. Je sais pas, moi je tiens la porte à tout le monde, même au grand-père, aux grand-mères, aux enfants, donc ça c'est un truc que je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Le deuxième est d'inculquer la féminité chez les femmes en les tenant responsables de leur choix Sylvie, et en refusant les relations avec excuse-moi, j'ai celles un qui chien ne qui le a font besoin pas. d'aller faire pipi. L'idée était que, pour bénéficier de la masculinité d'un homme, une femme doit offrir sa féminité et être complémentaire et non en compétition. Le troisième point était de devenir indépendant de la société et de limiter l'influence de l'État. Et là, je trouve qu'on voit un petit peu le truc de survivaliste. Je sais pas si vous voyez le lien qu'il y a avec le survivalisme, ce truc de bah, on va s'en sortir seul. Si les femmes ne veulent pas de nous, en fait, il y a vraiment ce rejet, tu sais, rejet de la société, rejet des femmes. Eh ben, c'est pas grave, on va faire ça à notre manière. On va aller fonder une maison là de dégénérés, on va être autosuffisant et après on va s'armer parce qu'après il y a les étrangers qui vont venir récupérer notre société parfaite qu'on a construite. Ils ont été tellement loin qu'ils ont proposé, ils se sont fait avoir par une image créée par IA de faux incubateurs, comme quoi ils pourraient se passer des femmes et éventuellement se reproduire entre eux. Oui, bah Ce oui. qu'on leur souhaite d'ailleurs. Mais il y a eu à un moment un petit truc sur Internet qui était absolument marrant. C'était tous les men going their own way qui étaient en train de se palucher à l'idée de pouvoir se passer des femmes. Avec l'IA et les robots, bah ça ils sont à fond sur le marché chinois là. Sur nos vies. Tu vois, ce mode moine aussi, ça revient aussi avec ce truc de no nut, parce que en fait, quand tu
quand tu éjacules. En fait, ils confondent deux choses, ce qui est assez triste. Ils confondent l'addiction au porno et le fait de juste se branler, en fait, quand tu as envie de te branler, quoi. Et ça, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à dissocier. C'est-à-dire vraiment, pour eux, si tu dois, comme tu dois les baiser, ça c'est bien, ça c'est positif. Te branler, c'est juste que tu es faible. Ça veut dire que si tu te branles, c'est que tu n'as pas les moyens d'aller chercher la vraie relation. Pick-up artistes, ce sont des autoproclamés experts de la drague. Moi, il me Ross, fatigue, Jeff hein. J'ai envie de passer parce que vraiment, il me fatigue de ouf, en fait. On n'apprend rien dans ce qu'il raconte. Priest Allez. en est le pionnier. Avant même Internet, il a développé une méthode de séduction connue Ah, mais sous c'est le nom de rigolo de Speed voir Seduction, comment fondée vous sur faites. la programmation neuro-linguistique et l'hypnose. Son approche vise Oui, voilà, fondé sur la PNL, donc bullshit. à influencer l'inconscient de la personne ciblée On pour est susciter du désir et établir une connexion émotionnelle Parce rapide. qu'en fait, là, Il tout faut ce que qu'il raconte, vouloir parler pour établir une connexion émotionnelle rapide, etc., ça s'appelle de la manipulation, en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ça s'appelle Voilà. fake pour pouvoir aller baiser. Voilà, c'est de la manipulation. Après, je suivais un mec, enfin, je suivais. J'avais vu des vidéos d'un mec, je sais pas si c'est pas Léo. Léo quelque chose, c'est un mec avec des cheveux longs, enfin mi-longs, qui vend des cours de drague et qui s'appuie sur des études scientifiques à chaque fois. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Il avait fait un groupe qui s'appelait les Philogines, où en fait, il prenait des mecs de son... Ouais, les Philogines, c'est ça. Et il prenait des mecs un peu malheureux de son truc, là, de haine anti-femme, et il faisait des groupes où ça philosophait de comptoir entre eux, tu vois. C'était très, très bizarre. C'est lui Bah qui a oui. développé l'industrie Bah, du coaching c'est en Thaïs séduction qui a telle vu qu'elle la existe lumière. aujourd'hui. Neil Strauss, un journaliste d'enquête, s'est immergé Bon, on s'en fout, les lumières sombres. Allez, hop, on va avancer parce que... Ah, voilà, les pilules, les pilules. Rollo Tomassi a lancé son blog de Rational Male. Il y développe une analyse des dynamiques Là, il va nous relationnelles parler- et popularise Ouais, il va nous certains parler de toutes les concepts comme pilules, là. l'hypergamie féminine, les alphas et les bêtas, la règle 80-20 dit la loi de Pareto, mais pour les relations, Ah, et ce serait l'idée que Le truc sur l'hypergamie, là, c'est un des endroits où on voit très bien qu'il maîtrise pas du tout son sujet. Ça, c'est un diagramme qui est très répandu dans le milieu incel et qui explique ce que je vous disais tout à l'heure. C'est c'est le monde avant et le monde maintenant. Il y a des hommes et des femmes qui sont hypergames. Il y a un petit nombre d'hommes qui se tapent toutes les meufs. Les Tchad et les Giga-Tchad se tapent toutes les meufs et tous les autres, ils ont rien. Avant, il y avait tous les hommes qui trouvaient une ou deux femmes avec qui ils pouvaient avoir une aventure, éventuellement, de temps en temps, exceptionnellement, il y en a qui en avaient plus, mais globalement, il n'y avait pas de phénomène d'hypergamie. Là, ils considèrent qu'il y a des hommes qui sont systématiquement célibataires parce qu'ils n'arrivent jamais à trouver une femme, parce que les autres les ont toutes, ils les ont toutes volées. Donc, et bizarrement, ils ne s'en prennent pas au Tchad et au Giga-Tchad, peut-être parce qu'ils ont peur de se prendre une rousse d'ailleurs, mais ils s'en prennent aux femmes. Et là, ça montre à quel point c'est ça, c'est Steve le Wish n'a 80-20, rien ouais. compris à l'histoire. Ouais, Ça, c'est ça le vient de Tinder, 80-20, ça vient de exactement. Tinder, ça. Tinder qui l'a exploité. Mais Tinder je a sais, exploité ce truc mais en fait, le truc, c'est et que l'a remporté. la logique algorithmique de Tinder, il la reporte sur le monde réel et il impute ça à la libération sexuelle, etc. Il n'impute pas ça au changement de société, encore une fois. Et puis Tinder, l'algorithme avec son système d'Elo pose un problème, mais il y a un autre truc qui pose problème, c'est à un moment, à quel moment tu t'es dit qu'aller te prendre en photo torse nu alors que t'es gaulé comme une planche à pain à côté de ta moto, tout éclaté au sol, ou ta 205 GTI, ça allait te faire choper. À un moment, les mecs, faut un peu réaliser que vous n'avez pas de dignité. Et en plus de ça, J'ai les pas fait mecs exprès, hein. ont tendance à liker absolument toutes les photos pour multiplier leurs chances. Les femmes qui n'ont pas forcément envie de courtiser, ils les like, dans le doute, on sait jamais. Comme ça, ils vont essayer de maximiser les matchs. Sauf que c'est Sur un la malentendu, pire stratégie ça parce peut que du marcher. coup, les femmes, elles arrivent, elles ont 300 messages par jour. Et du coup, si t'as rien de vraiment si t'as rien pour te différencier, tu passes à la trappe, clairement, y a pas de souci, quoi. d'analyser et comprendre les relations afin de s'adapter. Cette photo, je ne comprends pas. Dynamique du désir. Non, les tampons, non. Le Nous rejet avons vaut mieux que cette image. je ne comprends pas cette image. Voilà, Nous je ne avons fait une comprends pas ce recherche qui se passe. inversée pour essayer de voir si ça existait. Et ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que Nous c'est. avons fait appel à des témoins. Nous ne savons pas ce que c'est. Si vous êtes meilleur que nous et si vous réussissez à retrouver l'article qu'il y a en dessous, je pense qu'il y a un intérêt scientifique à le retrouver et à le partager. Mon analyse personnelle est que le masculinisme est né en réponse à des injustices vécues par des hommes dans la société et continuera à exister tant que l'on refuse l'idée que les femmes ne sont pas les seules à souffrir dans la société. Sur la Et Lune, voilà. c'est pas mal, mais il va pas se cacher. Tu vois qu'il y a quand même un énorme problème dans sa conclusion parce qu'il Cette image, explique. cette image. Ouais, cette image est très crypto-gay, mais il y a un énorme problème dans sa conclusion, c'est qu'il est en train d'expliquer qu'on explique. Enfin, il fait comme si on disait que le patriarcat
n'était pas un problème pour les hommes, alors que c'est ce qu'on dit depuis 150 ans. Moi, c'est ça qui me bute en fait. C'est que leur approche en fait ne repose sur rien. Ils ne comprennent pas que justement on explique que les hommes sont victimes du patriarcat. Et c'est Bell Hooks qui avait une citation que j'aimais beaucoup. C'était un truc du genre la crise que vivent les hommes n'est pas une crise de la masculinité, mais de la masculinité patriarcale. Et tant qu'on comprendra pas cette distinction, beaucoup d'hommes continueront d'interpréter la critique du patriarcat comme une critique personnelle ou une attaque personnelle. Je sais plus, c'était quelque chose comme ça. Ce qui est en danger, c'est le patriarcat. Une chose très très importante pour parler des points communs, c'est le moment d'en parler là, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis. J'ai évoqué rapidement la question de la masculinité hégémonique, des choses comme ça. C'est des concepts très très importants dans le féminisme Ouais. qu'on aborde, qu'on connaît assez peu en général. C'est dommage. Parce qu'il y a différents types de C'est que masculinité. il y a, je vais faire simple. Il Vas-y. y a la masculinité hégémonique qui est située en fonction du pays où vous êtes, de la société dans laquelle vous êtes, de la religion qui court et de votre classe sociale. La masculinité hégémonique va être légèrement différente. Elle va varier, mais globalement, elle est patriarcale Et à classiste. l'échelle mondiale et classiste. On va retrouver des grands poncifs comme la protection, le fait d'être un homme provider qui fournit de la nourriture et l'hétérosexualité comme norme. Ça, c'est les trois gros axes principaux. Protection de la famille, fournir la nourriture et le bien-être, et l'hétérosexualité avec le noyau familial. C'est totalement intégré dans le patriarcat. Et il y a les masculinités dominées. Je vais parler des masculinités dominées en Oui, oui, vas-y, général, vas-y. c'est-à-dire tous les hommes dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'ils sont au chômage, dès qu'ils sont pas blancs, ou dès qu'ils sont pas de la couleur de la masculinité hégémonique, ou qu'ils n'ont pas la culture de la Ou qui sont masculinité pas hétéros. hégémonique, quand ils n'ont pas la bonne position, quand ils n'ont pas la bonne Voilà. sexualité, quand ils n'ont pas la bonne identité de genre, etc. Globalement, tout ça, c'est des masculinités dominées. Et là où il y avait une bonne intuition chez Farrell, c'est qu'il y avait des masculinités dominantes et des masculinités dominées. Là où ça ne va pas, c'est comment il y a de l'intersectionnalité et comment est-ce qu'il y a une structure complètement rhizomique, extrêmement complexe, qui lui échappe totalement. Un gros problème qu'on a face à la société libérale, c'est que dans le capitalisme, on a l'habitude avec les crises et les refontes, les transformations, les évolutions, les restructurations. On a l'habitude de prendre un truc, quand il y a un truc qui va mal, on intègre ce malaise et on en fait autre chose, on réifie et on restructure de façon à ce que le problème devienne une force et devienne une nouvelle base. Tu en parleras beaucoup mieux que moi puisque toi, tu es plus spécialiste pour parler de ces questions de capitalisme. Mais dans le patriarcat, on a la même chose. On a des gens comme Dupuy-Derry, on a Bell Hooks aussi qui en a parlé, on a Thierry Vidal aussi qui en a parlé. Comment est-ce que la masculinité en ce moment, on est dans un moment capital et c'est pour ça que tout à l'heure, on a tenu à bien préciser que nous, on est en train de parler de lutte contre le patriarcat et pas de position alliée du féminisme. D'abord parce que c'est pas à moi ou à nous de le dire, c'est peut-être aux personnes concernées de considérer que nous sommes alliés ou non. Ça, c'est un premier point, mais ça n'est pas juste un effet de manche. C'est aussi bien penser que la redéfinition de la masculinité qui est en train de se faire à travers les structures néolibérales contemporaines, cherche à contrer cette crise de la masculinité en refondant une nouvelle masculinité hégémonique qui intégrerait les questions féministes. Et ça, c'est très, très intéressant. Oui, Et parce que c'est un c'est là où masculinisme. moi, Excuse-moi, parce que c'est un masculinisme soluble dans le libéralisme, c'est ça que je voulais dire. oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un masculinisme qui s'est fondu dans le libéralisme. Et il faut faire attention, on a un autre indicateur très fort qui se trouve dans le rapport du HCR qui parle de masculinisme, c'est qu'on a une méthodologie qui est un peu douteuse dans ce rapport, qui est très très juste, hein, c'est-à-dire qui montre effectivement qu'il y a une montée du masculinisme, etc., mais qui exploite un outil théorique qui est les divers niveaux de misogynie, une misogynie, j'ai oublié les termes, une misogynie en fait qui serait violente et une autre qui serait plus sympa. En gros, il y aurait d'un côté les mecs qui tiennent la porte et qui font des blagues sexistes, et de l'autre côté ceux qui tapent leurs femmes. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, et il y a en réalité des transformations
des relations de genre qui sont très pernicieuses et qui créent des nouvelles façons de dominer les femmes, entre autres à travers des questions comme le body count. Oui, c'est un continuum, la misogynie, tu as Oui. tout à fait raison, Louise. En fait, que des personnes soient transphobes, homophobes, LGBTQIA-phobes, voire racistes, franchement, on s'en fout. Le problème commence quand ces personnes militent contre nous. J'ai envie de dire, mêlez-vous de votre vie privée et laissez-nous tranquilles. C'est notre vie privée, on est du genre qu'on veut, de la sexualité qu'on veut. Le problème commence quand ça devient fondamental dans leur propre vie à eux. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils sont homophobes, mais où ça constitue pas une part importante de leur opinion, ils peuvent être homophobes dans leur coin, on s'en fout, tant qu'ils agissent pas politiquement pour, c'est pas très grave à la limite. Mais à partir du moment où ça devient fondamental dans leur vision du monde, où ils vont commencer à acter politiquement dans ce sens-là pour restreindre des droits, etc., ou qu'ils vont manifester un discours de haine, là ça commence à devenir vraiment problématique. Si ça lui bouffe pas le cerveau, il va pas agir politiquement à partir du moment où ça commence à lui bouffer le cerveau. Et pour que ça lui bouffe le cerveau, il faut que ça réponde à une problématique concrète pour sa propre cohérence interne. Et ça, c'est le boulot des médias réactionnaires, entre autres. Tu mets le doigt sur quelque chose de très important. C'est à partir du moment où il y a un mouvement identitaire que ça pose problème. C'est à partir du moment où, à travers des critères identitaires, on va trier les bons et les mauvais citoyens et on va commencer à avoir une lecture morale de ses concitoyens. Et là, on a une dérive fasciste qui est extrêmement facile. C'est une des raisons aussi pour lesquelles moi je parle de dérive fasciste à travers le masculinisme. Le masculinisme n'a pas l'air d'être fasciste, il est crypto-fasciste. Et pour répondre à Louise qui dit c'est du terrorisme, je le répète fort, je pense qu'il faut être très prudent sur ce terme de terrorisme. Il faut bien avoir à l'esprit que le terrorisme, c'est une pratique d'État. Il ne faut pas oublier que le terme de terrorisme tel qu'on l'utilise aujourd'hui, il a été inventé par les nazis en 40, en France, pour qualifier la résistance. On va bien se mettre ça dans la tête. On parlait avant d'anarchisme, on parlait éventuellement de résistance, mais eux, ils se sont mis à parler de terrorisme pour parler de résistance. Je pense qu'il faut parler de mouvements radicaux, je pense qu'il faut parler de mouvements intégristes. Et encore mouvements radicaux, moi j'ai un problème avec ça, mais... Nihiliste, c'est mieux. Nihiliste. Des mouvements qui veulent faire du mal, des mouvements violents, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus transparent parce que ça n'est pas de l'euphémisation et ce n'est pas de l'amalgame et ce n'est pas de l'invisibilisation. Chapoutot, oui, bah voilà, Chapoutot, oui, il faut invoquer Chapoutot, il faut ramener Chapoutot. Quand quelqu'un vous dit que c'est pas que le masculinisme, c'est pas du fascisme, il faut aller lire Chapoutot. Vous lui dites va lire Chapoutot. L'idée selon laquelle les extrêmes se touchent, c'est une idée qui était promue d'ailleurs par la droite allemande en 1932. Je pense qu'on n'a pas besoin de terminer la vidéo parce que de toute façon après il invoque des gens au hasard, il y a même Victor Hugo qui apparaît en fond, on sait pas trop pourquoi. Je suis désolé de ne pas avoir beaucoup parlé ou de m'être embrouillé dans mes questions, mais j'ai le double son en fait et c'est insupportable, c'est-à-dire que je m'entends à rebours, ça me fait perdre le fil de mes pensées, c'est une catastrophe. Ouais, va falloir qu'on règle ce problème. Hein. Va falloir qu'on règle ce problème, ouais. Pas si vite mon garçon. Ou ma fille d'ailleurs. Ça fait dégueulasse un peu. Comme tu l'as constaté, le format était un petit peu différent parce que j'avais un invité. Voilà, donc moi, c'est un format qui m'a plu. Voilà, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Je sais pas si pour vous ça a été intéressant. Je sais pas si vous préférez les anciens formats, les anciennes formules, etc. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai envie d'en faire d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire ou pas. De toute façon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous ici et sur Instagram, à mon Instagram et à celui d'Ambroise. Si vous voulez payer un café à votre camarade, le lien Tipeee est en description. Et puis voilà, écoutez, quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, bien sûr.